Voici donc un nouvel énoncé concernant la loi de la gravitation. Vous avez Galilée qui a découvert 4 satellites naturels de la planète Jupiter. Bon, c'est Galilée qui a découvert ça. 4 satellites naturels, puisque les satellites artificiels, c'est ceux fabriqués par l'homme. Hein. Les satellites naturels, ce sont des astres qui tournent autour d'autres astres. Galilée donc a découvert 4 satellites naturels, donc en 1500, je ne sais plus combien. Oui, parce que bon, ne pas confondre l'époque de Galilée. L'époque Galilée, c'est bien avant Newton. Hein. C'est 1500, dans les années 1500, je crois. Alors que Newton, c'est dans les 1600. En 1600, c'est en 1600. Donc Galilée a découvert 4 satellites naturels de la planète Jupiter. On appelle ces astres lunes galiléennes. Elles se nomment Ganymède, Callisto, Io et Europe. Donc ça, c'est les 4 satellites naturels de Jupiter, qui est la plus grande planète du système solaire, qui est composée de 8 planètes, si je ne raconte pas de bêtises. Donc je vous rappelle les planètes, hein, je vais vous les rappeler. Les planètes du système solaire, vous avez le Soleil. Ensuite, s'ensuit, vous devez retenir le mot Sun. Sun. Alors, Sun, c'est ce qui se passe à la fin. C'est-à-dire, c'est Saturne, Uranus et Neptune. Pas confondre, Pluton a été enlevé. Hein. C'est considéré comme une planète naine. Voilà, par définition, ils l'ont défini comme étant une planète naine. Donc, ils l'ont enlevé. Donc, je ne sais même plus s'il y en a 7 ou 8 à cause de ça. Et avec Pluton, s'il y en avait 9 ou pas, je ne sais pas. Je vais regarder tout de suite. Parce que chaque fois, j'oublie. Pour autant que je sache. Bon, je suis. Donc, on a Saturne, Sun. Vous devez retenir Sun. Saturne, Uranus et Neptune. Neptune. Saturne, c'est celle avec voilà la couronne. La couronne, c'est une grande planète Saturne. Et alors, la plus grande, c'est Jupiter. Vous avez la plus grande des planètes qui est Jupiter. Alors, les planètes portent une majuscule. Hein. Une majuscule comme, on va dire, M de monsieur ou M de madame. Majuscule. Donc, la première, c'est Mercure. Parce que c'est M, ça commence par... Voilà, vous retenez que tous les noms des planètes portent une majuscule. Donc, comme monsieur ou madame porte une majuscule. Donc, la première lettre, c'est la lettre M de Mercure. Mercure. Alors, bien sûr, vous avez la Terre. Et la planète la plus proche de la Terre en sortant du système solaire. Voilà, enfin, plutôt en allant vers l'extérieur du système solaire, c'est celle qu'on veut visiter avec des appareillages et tout, c'est Mars. Donc on a Mars. Donc celle qu'on veut visiter, c'est Mars. Elle se trouve juste après la Terre. Donc le premier M, c'est Mercure. Parce que Mars n'est pas proche du Soleil. Sinon, voilà. La Terre est bien située pour avoir la vie. Hein, parce que s'il serait trop proche du Soleil, ça chaufferait tellement que ce serait pas possible d'y vivre. Quoique, bon, d'autres choses pourraient vivre dans la chaleur, mais bon, voilà. En tout cas, pas des êtres humains. Quoi qu'on aurait pu penser à faire des êtres humains résistant à la chaleur, pourquoi pas, bon, tout est possible. Et alors, il en manque une, bien sûr, vous aurez compris que c'est Vénus. Et Vénus se trouve ici. Donc, ce qui veut dire qu'on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 planètes. Et on n'en a pas 9.
9, parce que Pluton est considéré comme une planète naine. Et alors, il y a une définition de ce que c'est qu'une planète. Donc, la plus grande du système solaire, c'est Mars, c'est Jupiter, je m'excuse, Jupiter. Et celle avec sa couronne, c'est Saturne. Ici, justement, je parlais de Jupiter, qui a été découvert par Galilée. Donc, il a trouvé, sur Jupiter, il a trouvé les 4 lunes galiléennes. Les lunes galiléennes, c'est les lunes qui tournent autour de Jupiter. Il y en a 4. Ganymède, Callisto, Io et Europe. Alors, rappelez-vous que Mars avait aussi des lunes, qui étaient Deimos et Phobos. Deimos et Phobos, ici c'est Ganymède, Callisto, Io et Europe. En utilisant les données du tableau calculées pour chacun des satellites, naturels bien sûr, la vitesse du satellite, l'accélération centripète et finalement la masse de Jupiter. La masse de Jupiter. Bon, c'est la plus grande du système solaire, donc c'est la plus massique. Ça, c'est Jupiter. Et alors, il a des anneaux aussi, apparemment. Il a des anneaux. On le voit ici, anneaux de Jupiter. Ça, c'est Saturne, hein, ça n'a rien à voir. Oui, c'est vortex de Saturne et Jupiter. Là, ça, c'est sur l'une des lunes de Jupiter. C'est pris à partir d'une des lunes. On voit Jupiter à partir de la lune, d'une des lunes de Jupiter. Alors, vous voyez ici Saturne et Jupiter. Et il y a apparemment, il y a un alignement parfait entre Saturne et Jupiter. Prise par photo. Alors là, ils ont réussi à prendre la photo quand ils étaient alignés. Un alignement parfait pris par photo. Enfin, je ne sais pas si c'est une photo ou un dessin. Un impact géant a fait exploser le noyau de Jupiter. Télescope Hubble. Il a été vu par le télescope Hubble. Des vents jusqu'à 1450 km/h sur Jupiter. Jupiter entre des planètes. Enfin, il faut voir si c'est vrai. Jupiter aurait au moins 600 lunes. Jupiter aurait au moins 600 lunes. Il faut voir ce qu'ils définissent comme la notion de lune. 600 lunes. Bon, il n'y en aurait pas que 4 alors. La grande tache rouge de Jupiter se meurt. C'est tous des noms romains, hein, que je vous ai donnés. Les secrets des éruptions de glace d'Europe. Voilà, ça c'est les éruptions de glace d'Europe. C'est une lune de Jupiter. Les sous-sols d'Europe. Une lune de Jupiter.
Donc il y a de la présence de glace dans une des lunes de Jupiter. Hein. Confirmation de la présence de glace. Jupiter, Hubble voie double. La composition intérieure. Glace d'H2O, ultra haute. Hélium et hydrogène métallique. Hélium et hydrogène moléculaire. Noyau de fer et silicate. Glace d'H2O, d'ultra haute pression. Et là, ça, c'est la composition de Jupiter. Hélium, un peu comme le Soleil. Hélium et hydrogène. Il y a noyau de fer. Glace d'H2O, ultra haute pression. Et il y a de l'hélium et de l'hydrogène. Il y a de l'hélium et l'hydrogène métallique et l'hélium et l'hydrogène moléculaire. Voilà, c'est pour vous voulez en savoir un peu plus sur Jupiter. Qu'est-ce que c'est que Jupiter? C'est la plus grande planète du système solaire. Donc si je vais voir, Jupiter est une planète géante gazeuse, la plus grande du système solaire, la plus grosse du système solaire, plus volumineuse et massive que toutes les autres planètes réunies. Ah, donc en fait, si vous prenez toutes les planètes ensemble, elles pèsent encore plus que toutes les autres planètes réunies. Et la cinquième par sa distance au Soleil. Comme je l'ai dit, il y a Mercure, Vénus, la Terre, Mars, et puis après, bon, après Mars, c'est Jupiter. Après Mars, c'est Jupiter. Jupiter est ainsi nommé en français comme en anglais d'après le dieu romain Jupiter. Ils sont proviennent tous des noms romains, assimilés au dieu grec Zeus. Voilà, il y a une mythologie. Derrière tout ça, il y a des noms gréco-romains, on va dire ça comme ça. Le symbole astronomique de la planète était bon, le symbole que vous voyez là, qui serait une représentation stylisée du foudre de Jupiter, ou bien serait dérivé d'un hiéroglyphe, ou comme cela se ressortirait de certains papyrus dorique zinc, de la lettre grecque zeta, initiale du grec ancien Zeus. L'Union astronomique internationale recommande de substituer au symbole astronomique Zeus l'abréviation J, correspondant à la lettre capitale J de l'alphabet latin initial de l'anglais Jupiter. Visible à l'œil nu dans le ciel nocturne, Jupiter est habituellement le quatrième objet le plus brillant de la voûte céleste. C'est le quatrième plus brillant de la voûte céleste. Après le Soleil, la Lune et Vénus. Donc celui qui apparaît le plus brillant, le quatrième, après Vénus, la Lune et Vénus. Après le Soleil, la Lune et Vénus, ben, c'est Jupiter. Parfois Mars apparaît plus lumineuse que Jupiter, et de temps en temps Jupiter apparaît plus lumineuse que Vénus. Jupiter est au périhélie le 17 mars 2011 et à l'aphélie le 17 février 2011. Ce sont des positions. Certaines possèdent des positions caractéristiques. Comme sur les autres planètes gazeuses, des vents violents de près de 600 km/h parcourent les couches supérieures de la planète. La grande tache rouge est un anticyclone, une zone de surpression observée depuis au moins le XVIIe siècle, 3 fois plus grande que la Terre. Au début du XXe siècle, elle a rétréci pour devenir
de taille comparable un siècle plus tard. Regroupant Jupiter et les objets se trouvant dans sa sphère d'influence, le système jovien est une composante majeure du système solaire externe. Il comprend notamment les nombreuses lunes de Jupiter, dont les 4 lunes galiléennes. Oui, c'est ce qu'on appelle les lunes galiléennes, c'est Io, Europe, Ganymède et Callisto, qui est observé pour la première fois en 1610 par Galilée au moyen d'une lunette astronomique de son invention. Sont les premiers objets découverts par l'astronomie télescopique. C'est en fait l'ouverture de la science. L'ouverture de la science, notamment de l'astrologie, est due à Galilée. Galilée, c'est le père fondateur de, voilà, de l'astronomie, Galilée. Il comprend, d'ailleurs il a créé une lunette, hein, c'est sa propre lunette astronomique pour laquelle il pouvait regarder dans les confins du firmament. Il comprend aussi les anneaux de Jupiter, un système d'anneaux planétaires observé pour la première fois en 1979 par la sonde spatiale américaine Voyager 1. L'influence de Jupiter s'étend au-delà du système jovien. De nombreux objets, dont les astéroïdes troyens de Jupiter. La masse jovienne est une unité utilisée pour exprimer la masse d'objets substellaires tels que les naines brunes. La haute atmosphère de Jupiter est composée de 93% d'hydrogène et 7% d'hélium en nombre d'atomes, ou à 86% de dihydrogène et 13% d'hélium en nombre de molécules. En masse d'atmosphère, l'atmosphère est approximativement constituée de 75% d'hydrogène et de 24% d'hélium. Le pourcentage restant étant apporté par divers autres éléments et composés chimiques, traces de méthane, de vapeur d'eau, d'ammoniac, très petite quantité de carbone, d'éthane, de sulfure d'hydrogène, de néon, d'oxygène, d'hydrure de phosphore et de soufre. La couche la plus externe de la haute atmosphère contient des cristaux d'ammoniac. Par mesure infrarouge et ultraviolette, des traces de benzène et d'autres hydrocarbures ont également été détectées. L'intérieur de Jupiter contient des matériaux plus denses et la distribution par masse est de 0,71% d'hydrogène, 21,4% d'hélium, 5% d'autres éléments. Les proportions d'hydrogène et d'hélium dans sa haute atmosphère sont proches de la composition théorique de la nébuleuse planétaire qui aurait donné naissance au système solaire. Néanmoins, le néon, qui n'y est détecté qu'à hauteur de 20 parties par million en termes de masse, un dixième de ce qu'on trouve dans le Soleil, l'hélium y est également en défaut mais en degré moindre. Cette absence pourrait résulter de la précipitation de ces éléments vers l'intérieur de la planète. Les gaz inertes lourds sont 2 à 3 fois plus abondants dans l'atmosphère de Jupiter que dans le Soleil. Par spectroscopie, on pense que Saturne possède une composition similaire, mais qu'Uranus et Neptune sont constitués de beaucoup moins d'hydrogène et d'hélium. Cependant, aucune sonde n'ayant pénétré l'atmosphère de ces géantes gazeuses, les données d'abondance des éléments plus lourds ne sont pas connues. Jupiter est 2,5 fois plus massive que toutes les autres planètes du système solaire, réunies, tellement massive que son barycentre avec le Soleil est situé à l'extérieur de ce dernier, à environ 1,068 rayons solaires du centre du Soleil. Par ailleurs, son diamètre est 11 fois plus grand que celui de la Terre, environ 143 000 km, et on pourrait placer environ 1322 corps de la taille de cette dernière dans le volume occupé par la géante gazeuse. En revanche, la densité de Jupiter n'est que le quart de celle de la Terre, 0,24 fois précisément. Elle n'est donc que 318 fois plus massive que cette dernière. Elle est plus massive, mais bon, en rapport, elle l'est moins, parce que voilà, ils n'ont pas la même densité, la Terre et Jupiter. Cette masse a eu une grande influence gravitationnelle sur la formation du système solaire. La plupart des planètes et des comètes de courte période sont situées près de Jupiter, et les lacunes de Kirkwood de la ceinture d'astéroïdes lui sont dues en grande partie. Si Jupiter était plus massive, on pense que son diamètre serait plus petit. L'intérieur de la planète serait plus comprimé par une plus grande force gravitationnelle décroissant sa taille. Par conséquent, Jupiter posséderait le diamètre maximal d'une planète de sa composition et de son histoire. La planète a parfois été décrite comme une étoile ratée, mais il faudrait qu'elle possède 13 fois sa masse actuelle pour démarrer la fusion deutérium et être cataloguée comme une naine brune.
et 70 à 80 fois pour devenir une étoile. La plus petite naine rouge, connue à date de 2017, est 85 fois plus massive, mais légèrement moins volumineuse que Jupiter. Des exoplanètes beaucoup plus massives que Jupiter ont été découvertes. Ces planètes pourraient être des géantes gazeuses, semblables à Jupiter, mais pourraient appartenir à une autre classe de planètes, celle des Jupiters chauds, parce qu'elles sont très proches de leur étoile primaire. Jupiter rayonne plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil. La quantité de chaleur produite à l'intérieur de la planète est presque égale à celle reçue du Soleil. Le rayonnement additionnel est généré par le mécanisme de Kelvin-Helmholtz par contraction adiabatique. Ce processus conduit la planète à rétrécir de 2 cm chaque année. Lorsque Jupiter s'est formée, elle était nettement plus chaude et son diamètre était double. Cette valeur de 2 cm par an semble bien trop forte car elle correspondrait à un flux de chaleur interne de environ 150 watts par mètre carré, une valeur bien trop élevée alors que le flux est 20 fois plus faible, environ 7,5 watts par mètre carré, ce qui est compatible avec un rétrécissement annuel de seulement environ 1 mm. Une valeur précisément donnée par Patrick Irwin dans la deuxième édition de son ouvrage, citation Pascal, The Radius of Jupiter is estimated to be currently shrinking by approximately 1 mm per year. Une nouvelle valeur de flux interne est de 7,485 plus ou moins 0,163 watts par mètre carré est donnée par Lee et al. Dans leur article, ils corrigent ainsi l'ancienne valeur classique de 5,444 plus ou moins 0,425 watts par mètre carré et aussi la valeur de l'albédo de Bond de Jupiter à 0,503 plus ou moins 0,012 au lieu de la valeur classique de 0,343 plus ou moins 0,032, tout cela à partir des mesures de la sonde Cassini. Renflement équatorial. Jupiter montre un renflement équatorial important. Le diamètre au niveau de l'équateur, 142 984 km, est 6% plus important que le diamètre au niveau des pôles, 133 708 km. La plupart des planètes, y compris la Terre, possèdent ce genre d'aplatissement à des degrés divers qui dépendent de la vitesse de rotation de la planète, de sa composition interne plus ou moins solide et de la masse de son noyau. Plus un noyau est massif, moins le renflement est important, toute chose étant égale par ailleurs. Voilà, et je vous laisse lire le restant. Hein, bon, hydrogène moléculaire liquide, hydrogène métallique liquide, glace fondue, roche fondue, c'est ce que on a vu tout à l'heure sur la photo. C'est la composition chimique. Ça, c'est l'atmosphère jovienne. Et ça, c'est Jupiter. Si vous voulez connaître Jupiter, mais vous lisez la suite. La sonde Juno a fait des observations concernant le champ de gravité de Jupiter qui précise que sa structure est interne. Cette structure ne cadre pas avec les modèles de formation de la géante, sauf à faire intervenir une collision avec un embryon planétaire rocheux de 10 masses terrestres il y a plus de 4,5 milliards d'années. Le cœur de Jupiter pourrait être en train de disparaître. Des cœurs qui se dissolvent dans l'hydrogène métallique liquide. Des implications pour les exoplanètes gazeuses. Collision frontale avec un embryon planétaire. Juno sonde l'intérieur de Jupiter grâce à la gravité. Donc la sonde Juno a fait des observations concernant le champ de gravité de Jupiter qui précise sa structure interne. Cette structure ne cadre pas avec les modèles de formation de la géante, sauf à faire intervenir une collision avec un embryon planétaire rocheux de 10 masses terrestres il y a plus de 4,5 milliards d'années. Elle aurait subi une collision planétaire. Elle donne une nouvelle version de la constitution de Jupiter par la sonde Juno. C'est la sonde Juno qui a fait ces observations et a retiré
faire des acquisitions de données, bien sûr, de cette sonde, enfin, de cet astre qu'est Jupiter. Et bon, ils en définissent la création de cette planète. Bon, mais avant ça, j'ai parlé de Galilée. Voilà, Galilée, je vais parler un tout petit peu de Galilée, hein, parce que bon, ce monsieur est le père de la science. C'est le père de la science, donc des observations, enfin, le père de la science. Et donc, je ne peux pas outrepasser ce monsieur. Galilée, né en Pise en 1564, son père théoricien de la musique souhaite ardemment qu'il devienne médecin, profession bien rémunérée. Ainsi, à 17 ans, le jeune Galilée débute des études de médecine, qu'il abandonne aussitôt. Ostilio Ricci, son professeur de dessin, parvient à le passionner pour les mathématiques, terme sous lequel on regroupait alors plusieurs de nos disciplines actuelles, notamment l'astronomie et la physique. Bon, les mathématiques c'était composé d'astronomie et de physique. Avant, les mathématiques, ils reprenaient l'astronomie et la physique. Excessivement doué, ses biographies racontent qu'en 1583, donc à 19 ans, Galilée aurait découvert l'isochronisme des pendules, ainsi qu'en observant les oscillations du lustre d'une cathédrale, il aurait en outre compris tout l'intérêt de cette loi pour la mesure du temps. Beaucoup de savants se sont bornés sur sur le temps et sont devenus de très grands savants. Je ne sais pas pourquoi, parce que le temps, il y a l'espace visible et le temps invisible. Et le temps cache beaucoup de choses. Le temps cacherait pas mal de... Voilà, les grands savants se sont y attelés à rechercher euh, cette notion de temps qui est, on va dire, invisible. Certains, beaucoup de gens, beaucoup de savants ont cherché, tenté de comprendre cette notion temporelle. Et bon, ce monsieur s'est mis à regarder les oscillations d'un pendule qui est t égale 2pi racine de Lg, L sur G. L étant la longueur, donc l'oscillation du pendule ne dépend que, bien sûr, de la longueur du fil. En un même lieu, bien sûr, hein, là où la gravitation est la même. Hein. En 1587, il rencontre le célèbre professeur du collège romain, le plus prestigieux établissement d'enseignement de l'époque, le père jésuite Christopher Calvius, nommé Archimède du XVIe siècle. Ce dernier se trouve au fait de sa gloire. 5 ans auparavant, il avait en effet reformé le calendrier julien en créant le calendrier grégorien. Toujours en usage, Galilée, qui convoite un poste de mathématicien à Bologne, impressionne favorablement le père, mais sans tentative échoue cependant en 1589. Il obtient du grand-duc de Toscane la chaire de mathématiques de Pise. 2 ans après, Galilée découvre que ses émoluments sont insuffisants. Le décès de son père lui laisse en effet la charge de sa mère et de 2 sœurs très exigeantes. En 1592, il devient professeur de mathématiques à Padoue et a rendu sa paye en fabriquant des instruments de navigation, des compas et des sextants. Il y fait la connaissance d'une femme de petite condition, Marina Gamba, qu'il refusera d'épouser mais qui lui donnera en 6 ans 3 enfants, le premier en 1600. Dès 1597 au moins, Galilée s'intéresse à la chute des corps. D'après la légende, il aurait discrédité Aristote en laissant tomber du haut de la tour de Pise des objets de taille différente, prouvant ainsi qu'ils tombaient tous à la même vitesse, alors que les philosophes grecs affirmaient le contraire. Parfois, on ajoute que Galilée aurait réuni pour cette occasion l'ensemble des professeurs de l'université. S'il est vrai que Galilée a réalisé des expériences à la tour de Pise, il est impensable qu'elles aient pu avoir une telle solennité. Dans une université si hiérarchisée, on voit mal pourquoi ses collègues auraient accepté une invitation émanant d'un de ses professeurs les moins bien payés pour assister à une expérience sans intérêt. Il y avait longtemps qu'on savait qu'Aristote s'était trompé. En 1602, Galilée reprend ses travaux sur la chute des corps à l'aide d'un plan incliné. Après de brillantes expériences, c'est à lui qui revient l'honneur d'avoir formulé la loi mathématique décrivant cette chute.
La vie de Galilée connaît un tournant en 1609 lorsqu'il apprend l'existence de la lunette, objet inventé par un Hollandais qui servait davantage de jouet que d'instrument d'observation. Galilée en fabrique immédiatement une copie afin de la commercialiser. Son intelligence et le professionnalisme de son ouvrier lui permettent de perfectionner rapidement l'instrument. En peu de temps, il disposera d'une lunette grossissant 30 fois. Il a aussi l'idée de les tourner vers le ciel. Il y découvrira la Voie lactée se compose en fait de nombreuses étoiles invisibles à l'œil nu. Que la Lune présente des irrégularités et surtout il voit 4 petits corps tournant autour de Jupiter, comme la Lune autour de la Terre, reproduisant un système solaire en miniature. Il les appelle planètes médicéennes pour faire allégeance à son nouveau protecteur, le grand-duc de Toscane, comme Côme II de Médicis. Dans le Siderius Nuncius, messager céleste 1610, au comble de l'allégresse, le grand-duc nomme Galilée son philosophe et mathématicien personnel. Peu après, le savant découvre les taches solaires, prouvant par là que le Soleil, comme la Terre, présente des imperfections. Véritable bombe dans le jardin de l'aristotélisme, ces affirmations successives gênent l'Église catholique, qui en avait fait du philosophe grec son savant officiel. En outre, Galilée, qui se déclare désormais ouvertement copernicien, s'engage vivement dans des querelles scientifiques et se mêle imprudemment des questions religieuses. Irrité, le cardinal Robert Bellarmin en fait Saint Robert Bellarmin, car il sera canonisé au XXe siècle, interdit à Galilée en 1616 de prêcher le copernicanisme et par la même occasion condamne explicitement l'héliocentrisme et le mouvement de la Terre. Il s'agit d'une menace sérieuse. Le cardinal Bellarmin n'est pas seulement le cardinal inquisiteur, mais aussi l'un des plus grands responsables du procès qui avait conduit le malheureux philosophe Giordano Bruno à être brûlé vif en 1600. Le procès verbal de la rencontre entre Galilée et le cardinal porte cette mention docere covis modo. En d'autres termes, Bellarmin, au nom de l'Église, interdit à Galilée d'enseigner le copernicanisme par quelque moyen que ce soit. Pour bien des historiens, cette mention est un faux ajouté au procès verbal par le cardinal Bellarmin ou par quelqu'un d'autre, dans le but de confondre Galilée plus tard. La situation dans l'Église change cependant en 1623. Un ami de Galilée devient pape sous le nom d'Urbain VIII. Le souverain pontifie sans lever l'interdiction qui frappe Galilée, l'autorise officieusement à évoquer l'héliocentrisme, mais à 2 conditions. D'abord, il doit parler du mouvement de la Terre comme simple hypothèse. Ensuite, il doit donner la parole aussi aux défenseurs du géocentrisme. C'est alors que paraît le dialogue entre les 2 plus grands systèmes du monde, 1632, où Galilée introduit 3 personnages. Salviati, qui représente sa propre personne, Simplicius, qui défend les conceptions antiques sur l'immobilité de la Terre, et Sagredo, qui est censé être neutre. En fait, Simplicius, ridiculisé du début à la fin de l'ouvrage, subit le feu croisé de 2 autres personnages. Galilée, pour défendre le double mouvement de la Terre, expose dans ce livre une physique basée sur le principe d'inertie, qu'il ne parvient toutefois pas à énoncer correctement. En fait, l'énoncé de ce principe viendra un peu plus tard sous la plume de Descartes. Galilée commet 2 grandes maladresses. D'abord, il présente une preuve du mouvement de la Terre, ce qui est contraire aux accords avec le pape. Ce dernier veut qu'on y évoque ce mouvement uniquement sous la forme d'hypothèse, ce qui exclut donc le recours aux preuves. Plus dramatique encore, la preuve de Galilée, basée sur les marées, est fausse. La deuxième maladresse de Galilée est de mettre dans la bouche de Simplicius un argument que le pape aimait à utiliser. Les adversaires du savant ont au beau jeu d'exploiter ce point pour dire que Galilée est un perfide, qui assimile le pape à un personnage ridicule. Le pontife, en furie, souhaite alors le procès de Galilée. Il ne faut cependant pas déduire ce procès à une mésentente entre 2 hommes. Il s'explique aussi par la situation politique à l'intérieur de l'Église et la guerre de 30 ans qui ravage l'Europe centrale. Le pape est en effet violemment attaqué pour son immobilisme. Il est accusé d'être du parti de la France
nation engagée dans la guerre aux côtés des protestants, bien que la France fût une nation catholique. Avec ce procès, le souverain pontife entend utiliser une question qui peut faire l'unanimité des chrétiens, catholiques et réformés. En 1633, Galilée comparaît devant le tribunal de l'Inquisition, où la mention Docere Covis Modo est au centre des accusations, alors que Saint Bellarmin est déjà décédé. Galilée a peur, à l'exception du courageux Giordano Bruno, qui avait bravé ce même tribunal. Combien n'aurait pas tremblé à sa place? Il est en effet vieux, déprimé, abandonné de tous ses amis et souffre de la vue au point de devenir bientôt aveugle. Voici pourquoi Galilée accepte d'abjurer. D'après une légende tenace, il aurait alors prononcé à propos du mouvement de la Terre Epurchi mueve. Et pourtant, elle tourne. On imagine mal une telle audace. Elle lui aurait coûté la vie. Galilée est donc assigné à résidence à Arcetri, près de Florence, aux côtés de sa fille qui avait forcé à prendre le voile et qui portait le nom de sœur, Marie Céleste, mais celle-ci décède un peu plus tard. En prison, il écrit son œuvre majeure, Discours concernant deux sciences nouvelles, qui paraît en Hollande en 1638. Même la mort de Galilée en 1642 n'efface pas la rancune. Les autorités ecclésiastiques interdisent à ses amis d'ériger le moindre monument funéraire. Celui-ci verra le jour un siècle environ après sa mort, avec une épitaphe dûment contrôlée par l'Église. En 1744, Benoît XIV autorise la publication de dialogues en imposant toutefois supposé devant mouvement de la Terre, en avertissant qu'il doit être considéré comme simple hypothèse. Mais le pontife ne revient pas sur le décret interdisant l'héliocentrisme, qui ne sera annulé qu'en 1822. En 1992, le pape Jean-Paul II réhabilite Galilée, réduisant son procès à une tragique et réciproque incompréhension entre lui et Saint Bellarmin. Ce faisant, ce n'est pas Galilée qu'il réhabilite, c'est Saint Bellarmin. Bon, tout ça, c'est une question, je veux dire, de point de vue, sans plus. Bon, c'est vrai que ça a une incidence au cours de l'histoire, mais enfin bref. Il y a eu des erreurs d'histoire. Bon, elles sont apparues au grand jour. Je disais qu'ici, donc, Galilée a découvert 4 satellites naturels de la planète Jupiter. On appelle ces astres lunes galiléennes. Elles se nomment Ganymède, Callisto, Io et Europe. En utilisant les données du tableau calculées pour chacun des satellites, la vitesse du satellite et l'accélération centripète et finalement la masse de Jupiter. Bon, assez simple comme exercice qui a déjà été fait de surcroît, parce que je vais vous montrer, je l'ai fait par ici. On connaît, le tableau il est là, on connaît les satellites, c'est Ganymède, Callisto, Io et Europe. Ça, ce sont les satellites. La période, elles sont indiquées en jours, 7,16 jours pour Ganymède, 16,69 jours pour Callisto, 1,77 jours pour Io, 3,55 jours pour Europe. Le rayon de l'orbite, en kilomètres, 1 070 400 pour Ganymède, 1 882 700 km pour Callisto. C'est immense, hein. C'est le rayon de l'orbite. Enfin, c'est le rayon de l'orbite. Hein. C'est le rayon de quand il tourne. 421 800 pour Io. Et pour Europe, 671 100. Les vitesses, 10 871,74 pour Ganymède. C'est la vitesse circonférentielle, vous l'aurez compris. 8203,34 pour Callisto, 17 330 pour Io, 13 747,54 pour Europe. Les vitesses en km/h, ben, j'ai divisé tout par 3,6. 10 870. Oui, la vitesse, comment je l'ai trouvée? J'ai oublié de vous dire. J'ai fait deux. La vitesse, c'est tout simplement. La vitesse circonférentielle est donnée par V est égal à V fois T. Je pars de V fois T. X est égal à V fois T. Bon, alors je prends un cercle et je dis que pour faire une période de révolution, pour faire un tour, elle se fera en une durée T. Donc, je prends le temps Ct, mais s'il a fait une période, il aura parcouru une circonférence. Une circonférence, c'est 2π fois r. Ce qui veut dire que la vitesse, il est aisé de trouver la vitesse, c'est 2 fois, connaissant le rayon,
je divise par le t. Mais attention, s'il est en jour, je dois le mettre en seconde. Hein. Alors pour mettre les jours, s'il y a 10 jours, il faut faire x 24. X 24 parce qu'il y avait sur une heure, sur un jour, il y a 24 heures. Hein, ça c'est 24 heures, 10 jours, 24 heures, et fois 3600 secondes. Et là, vous l'aurez en secondes. Donc je mets le temps en secondes, si vous voulez. Je remets tout le temps en secondes. Donc, en calculant, vous voyez que dans ma formule, j'ai fait 2pi fois le rayon de l'orbite. 2pi, pi c'est 3,14 fois 2 fois 1 070 400 divisé fois 1000 parce qu'il est en kilomètres. Hein, je dois le mettre en mètres. Je dois faire fois 1000. Et puis je dois diviser par la période qui est 7,16 fois 24 fois 3600. Et là, je l'ai en mètres par seconde. Je fais la même chose ici. Donc je prends, je fais 2pi fois le rayon. Le rayon c'est 1 882 700. 2 fois pi fois 1 882 700 divisé par, entre parenthèses, la période entre parenthèses, la période sera 16,69 fois 24 fois 3600 pour le mettre en secondes. Comme ça, j'ai des mètres par seconde. Alors pour avoir en kilomètre heure, je fais divisé par 3,6 fois 3,6 ou divisé par 3,6. Là, j'ai divisé par 3,6. Non, je vais faire fois 3,6. Oui, parce que si je prends... 1 km par heure, c'est 1000 mètres. 1 km, c'est 1000 mètres. Une heure, c'est 3600 secondes. Donc, ce qui fait 1 sur 3,6. Donc, ça, je suis passé des kilomètres heure en mètres par seconde, je dois diviser par 3,6. Mais pour passer des mètres par seconde en kilomètres heure, je dois faire fois 3,6. Donc, je me suis bien trompé. Donc là, je dois faire fois 3,6. Donc, je dois faire fois 3,6. Donc, c'est 39 000 km, 29 000, 62 000, 49 000 km/h. Je fais juste fois 3,6. Alors, pour calculer l'accélération, c'est simple. L'accélération, c'est l'accélération centripète. L'accélération qui attire. Non, là, on a Jupiter, on a l'accélération centripète. C'est l'accélération, l'attraction de Jupiter sur sa Lune. Donc on a une accélération dirigée vers le centre, que j'appelle AC. Et AC, bien sûr, vous connaissez la force centrifuge. La force centrifuge, c'est une force fictive due à un repère non galiléen qui tourne, dont le zéro serait l'origine de Jupiter. Voilà. On aurait un repère tournant, donc il n'est pas galiléen, donc on aurait une force centrifuge. Et la force centrifuge, c'est la masse fois l'accélération centrifuge. Or, l'accélération centrifuge n'est rien d'autre que l'opposé de l'accélération centripète. Ce qui veut dire que l'accélération centripète vaut mv carré sur r. Enfin, il vaudra v carré sur r, je m'excuse. Il vaudra v carré sur r. V carré sur r. Donc, je connais la vitesse circonférentielle, je divise juste par le rayon. Je connais la vitesse circonférentielle en mètres par seconde, là. Je vais juste le diviser par le rayon, bien sûr en mètres, hein, je dois le mettre en mètres. Donc, la vitesse, elle est déjà en mètres par seconde, j'ai 10 871. Ce 10 871, je vais le diviser par le rayon, mais divisé par 1000 aussi. Ou si vous voulez, c'est la vitesse, je dois faire ceci. Ne pas oublier de mettre le rayon fois 1000 parce qu'il est en...
il est en kilomètres, je dois le remettre en mètres. Voilà, je dois faire V carré sur R fois 1000. Tout comme 2 pi r, la période, ce sera, enfin la vitesse c'est 2 pi r fois 1000 parce qu'il est en kilomètres, je dois le mettre en mètres, divisé par la période qui est en jours. Donc il est en jours, c'est le nombre de jours fois 24 fois 3600. Et ici on retrouve le fameux divisé par 3,6, mais fois 24. Fois 24. Donc c'est, en fait, si vous voulez, c'est, j'aurais pu écrire que c'est 2 pi r. La vitesse c'est aussi 2 pi r sur j fois 24 fois 3,6. 24 fois 3,6, 86,4. 86,4. Alors bon, vous pouvez même encore beaucoup simplifier encore beaucoup plus loin. C'est pi r sur le nombre de jours. Alors 86,4 divisé par 2, 43,2. Vous faites fois 43,2. Vous faites ce calcul-là et vous avez la vitesse en jours, en mètres par seconde, si le rayon est donné en kilomètres et les jours sont donnés, enfin, et là, la période est donnée en jours. Quand la période est donnée en jours et le rayon en kilomètres, ben, vous faites pi r sur nombre de jours fois 43,2 pour le nombre de jours et vous avez la vitesse en mètres par seconde. Vous avez fait une conversion en mètres par seconde. S'il y a une constante, la constante, je viens de vous la trouver, c'est 86,4 divisé par 2. Voilà, je peux mettre une constante, c'est k fois. Voilà, je dirais même, c'est R sur J. Pi R sur J sur 84, 42, 43,2. R, c'est le rayon en kilomètres. J, et ça, c'est la période en jours. Donc, vous avez le rayon en kilomètres, la période en jours. Et pour l'avoir en mètres par seconde, la vitesse, vous faites fois pi divisé par 43,2. Là, vous avez la vitesse en mètres par seconde. Là, la vitesse sera en mètres par seconde. Voilà. Et alors maintenant, on demande l'accélération. Vous faites tout simplement la vitesse divisée par le rayon, mais fois 1000. Hein. Le rayon doit être multiplié par 1000. Comme je vous ai expliqué, il est en kilomètres, il faut le mettre en mètres. Hein. Donc vous faites la vitesse en mètres par seconde, 10 871 divisé par 1 million... attention que la vitesse doit être mise au carré, c'est V carré sur R. V carré sur R, c'est la vitesse 10 871 au carré, divisé par le rayon de l'orbite. Bien sûr, ce rayon d'orbite a été multiplié par 1000. Donc il faut l'englober dans des parenthèses. Vous faites la division, vous aurez 0,11. Et là, vous avez les différentes accélérations des différents astres. Maintenant, pour répondre à la dernière question, on demande en finalité de calculer la masse de Jupiter. Ben, j'ai assez pour calculer la masse de Jupiter. Hein. J'ai assez pour calculer la masse de Jupiter. Alors je vais prendre un satellite au hasard et je vais calculer par rapport à un satellite au hasard. Je prends n'importe lequel de satellite, hein, n'importe lequel. Je prends le premier, Ganymède, pourquoi pas. Et je vais calculer la masse de Jupiter avec Ganymède. J'aurais pu le calculer avec Callisto, avec Io, avec Europe, peu importe. Alors, pour calculer
la masse de Jupiter, ça c'est simple. Donc vous faites toujours la, la force centripète, je m'excuse, c'est la force centripète est égale à la force centrifuge. Force centripète égale force centrifuge. Donc on aura la masse, j'ai dit que j'allais prendre Ganymède, hein. Donc je prends Ganymède, la masse de Ganymède fois l'accélération centripète de Ganymède est égale à la force centrifuge. Non, ça c'est la force centrifuge justement. Ça c'est la force centrifuge. MGA-AC, c'est la force centrifuge. Et la force centripète, ben, c'est égal à la force de gravitation universelle. Donc c'est M masse de Jupiter. Vous voyez que la masse de Jupiter intervient ici. Fois la masse, je calcule par rapport à Ganymède, divisé par la distance de séparation entre Jupiter et Ganymède. La masse de Ganymède n'intervenant pas, ça vous le savez que c'est un invariant, parce que bon, il n'intervient pas. Hein. Et alors on doit chercher la masse de Jupiter, mais la masse de Jupiter, ce sera égal à... Oui, attention que chaque fois que j'oublie la distance, c'est la distance au carré ici, chaque fois j'oublie le carré. Ce sera la gamma, constante de Cavendish, fois... non, je me suis trompé. Je cherche la masse de... Ouais, donc il faut diviser par gamma. La masse de Jupiter, c'est égal à l'accélération centripète fois la distance au carré de Jupiter à Ganymède, le tout divisé par gamma, constante de Cavendish. Vous calculez ça, vous allez avoir... Vous calculez ça, vous allez avoir la masse de Jupiter. Alors, je vais déjà aller voir la masse de Jupiter. Jupiter, la masse, elle vaut combien? Je vais taper masse de Jupiter. Voilà, je dois trouver ça. Je dois trouver ça. Bon, on va le faire tout de suite. Alors, je vais le faire par Excel, bien sûr, puisque j'ai déjà l'accélération. Hein. Donc, je vais aller chercher la constante de Cavendish gamma. Gamma, la constante de Cavendish, qui est, bien sûr, vous savez que c'est 6,67 exposant moins 11. Ça, c'est la constante de Cavendish. Et je vais avoir la masse de Jupiter. Eh bien, il suffit de faire l'accélération centripète en mètres par seconde carré. Donc Ganymède, je prends celui de Ganymède, fois le carré de la distance Ganymède, rayon de l'orbite, oui, donc c'est la distance là, rayon de l'orbite, mais au carré. Le tout divisé par la constante de Cavendish, qui est là. Et voilà, ça c'est 1,897 fois 10 exposant 21. Bon, il y a une petite erreur, je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est parce qu'en fait, 10,21, je dois trouver 10,27. Je dois trouver 10,27, il y a une petite erreur. On va la trouver tout de suite, c'est une question, parce que n'oubliez pas que j'ai oublié les kilomètres. Donc, quand je fais ça, l'accélération centripète, elle est en mètres par seconde. Par contre,
le rayon de l'orbite est en kilomètres, donc je dois faire fois 1000 pour le mettre en mètres. Et là, il est en exposant 27. 1,897. Bon, j'aurais pu l'augmenter. Là, si vous voulez encore plus grand, voilà, je peux mettre plus de nombre au niveau de format de la cellule. Je vais le mettre en, il est en nombre de comptabilité hors pourcentage scientifique. Voilà, nombre de décimales 2. Voilà, si vous voulez plus de décimales. Donc on retrouve qu'on a bien 1,897, 1,898, 1027. 1,897. Oui, 98 c'est parce qu'ils l'ont mis, le dernier 6 ils l'ont mis à 8. Ouais, moi je devrais le mettre à 7. Je vais le mettre à 7 parce que le dernier 6, à côté du 6 il y a un 7. Donc le 6 devient 7. Il faut, on va dire, vous devez arrondir à l'unité supérieure, enfin à la décimale supérieure, parce que la décimale la troisième décimale qui est le millième, 6 millièmes, devient 7 millièmes parce qu'il y a 7 10 millièmes qui est au-dessus de, voilà, de 5. On est au-dessus de 5 10 millièmes, donc on va rajouter au millième 1 millième pour avoir 6 millièmes. Enfin, 1 millième pour avoir 7 millièmes. Donc si vous voulez, c'est comme si vous écrivez 1,897. On arrondit à la décimale supérieure. Bien sûr, exposant 27. Mais s'il l'a mis avec deux décimales, hein, bon, il l'a remis avec deux décimales, je ne devrais pas marquer ça parce qu'il l'a mis avec deux décimales. Il l'a remis. Voilà. Et là, c'est la masse de Jupiter. Donc, connaissant donc l'accélération est le rayon de l'orbite, on sait calculer la masse. Rien qu'avec. Mais il faut connaître au moins l'accélération et le rayon de l'orbite. Hein. Il faut le rayon de l'orbite. Maintenant, pour calculer un rayon, c'est un peu étrange aussi. Il faut faire des calculs de géométrie. Hein. C'est des calculs de géométrie. Hein. D'échelle, avec des facteurs d'échelle. Hein. Les gens qui scrutent le ciel, ils voient quelque chose de tout petit, donc ils ne savent pas mesurer le rayon avec quelque chose de tout petit, donc il faut tout redimensionner. Hein. Voilà, je vous remercie.